Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui un tutoriel sur deux déformateurs de Cinema 4D, des déformateurs qu'on n'a pas encore vus dans d'autres tutoriels. C'est ici donc le déformateur SplinRay qu'on trouve là, qui est plutôt utilisé pour la modélisation. On verra qu'on peut aussi s'en servir pour l'animation si on utilise quelques petites astuces. Et ici le déformateur secousse qui lui est plutôt utilisé pour l'animation et pas vraiment pour la modélisation. À noter que le déformateur secousse, ici je l'ai dans les déformateurs, mais dans la version 11.5 de Cinema 4D, il ne se trouve pas ici, vous le trouverez dans le menu personnage, je crois. Menu personnage qui doit être un peu plus par là. Donc il n'est pas exactement au même endroit, mais il y est quand même dans la version 11.5 Studio. Donc avant de parler du premier déformateur, le SplinRay, je vais rappeler une petite chose sur les déformateurs, c'est-à-dire comment ça fonctionne. Quand on a un élément dans la scène, par exemple un cube, on y ajoute un déformateur, par exemple une incurvation. J'ajoute mon incurvation dans ma scène. Ici, il n'a pas d'effet sur le cube. Il n'a pas d'effet sur le cube parce que rien n'indique que l'incurvation doit avoir un effet sur le cube. Pour que ça ait effectivement un effet, je vais augmenter son intensité, voilà. Pour que le cube soit déformé de cette façon-là, il faut que l'incurvation soit enfant du cube. Donc là, on voit, ça a effectivement un effet. Il faut également que l'élément à déformer ait suffisamment de segmentation. Donc ici, je vais mettre 10 segments sur la hauteur. Voilà, ça fonctionne. Le fait de le mettre enfant de l'élément à déformer, ça fonctionne, mais c'est pas la seule façon de le faire fonctionner. On peut tout à fait, là je le retire de l'enfant du cube, et on peut simplement sélectionner les deux éléments et les grouper avec Alternate G, les mettre dans un conteneur. Dans ce cas-là, étant donné que le cube et l'incurvation sont tous les deux enfants d'un élément, l'incurvation a un effet sur le cube. Donc ça, c'est la façon dont fonctionnent les déformateurs. Il faut les mettre soit enfants de l'élément à déformer, avec assez de segmentation, soit les grouper en fait avec l'élément dans un autre conteneur. Ici c'est un neutre, mais ça pourrait être autre chose qu'un neutre. Donc ça, je peux fermer. C'est vraiment la base de l'utilisation des déformateurs. Pour utiliser le déformateur SplinRay, qu'on a ici, on peut voir ici sur l'image, c'est assez parlant, on a besoin du déformateur et de deux splines. Donc ce que je vais faire, je vais créer un autre cube, je vais faire un truc qui ressemble plus à une dalle, comme ça. Je vais ajouter de la segmentation pour que la déformation ait lieu quand même. J'ajoute le déformateur SplinRay. Je vais l'adapter un petit peu à la taille sur la hauteur. Voilà. Sur la hauteur, c'est pas bien gênant ici, mais enfin, il faudrait quand même qu'il soit contenu dedans. Mais c'est surtout la largeur et la longueur qui vont être importantes. Et ici, si je le mets enfant du cube, ça ne fait absolument rien. Parce qu'en fait, ça ne suffit pas ici. Dans le SplinRay, il lui faut également deux splines. Donc je vais passer dans la vue de haut, cette vue-là, parce qu'en fait, les splines doivent être tracés sur le plan XZ, c'est-à-dire X, la ligne rouge, Z, la ligne bleue. L'axe bleu, l'axe rouge. Donc je vais prendre des outils de spline, je vais prendre Akima par exemple, je pourrais prendre n'importe quoi d'autre, et je vais tracer en fait deux splines. Alors je vais en tracer une ici, quelque chose comme ça. Voilà, j'ai une spline. Et je vais en tracer une deuxième de l'autre côté. Alors Akima aussi, et on va la faire différente, pour bien montrer que c'est pas la même, comme ça. Donc là j'ai deux splines. Je retourne ici dans les paramètres SplinRay, les paramètres de mon déformateur, et ici je peux indiquer des splines en fait. Des splines, un objet de référence, j'ai le mode ici d'utilisation du déformateur, la taille du déformateur, son échelle avant le début, échelle après la fin. Ça, j'en parlerai pas, je pense, cette fois-là. On va forcément pas tout voir cette fois. Hein. Je montre vraiment comment ça fonctionne. Donc le spline Z gauche, spline Z droite, c'est les deux champs qu'on va remplir. En fait ici, mes deux splines, je vais en mettre une dans un champ et l'autre dans l'autre champ, tout bêtement. Donc celle-ci qui est à gauche de mon élément, je vais dire que c'est la spline gauche, et l'autre qui est à droite, je vais dire que c'est la spline droite.
Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Si je repasse dans la vue perspective, on peut voir qu'en fait, le cube s'est déformé de manière à épouser la forme des deux splines. C'est tout bête. Et ça, c'est le fonctionnement du déformateur. Là où c'est vraiment intéressant, c'est que si je désactive le déformateur, on peut voir que le cube est toujours là. C'est-à-dire que, en fait, le cube est déformé, mais il a gardé son côté paramétrique. Donc je peux aller ici sur le cube, et je peux toujours modifier ces paramètres qui sont propres en fait au cube. C'est-à-dire qu'ici, les segments, par exemple, je peux augmenter les segments en X, ou les diminuer. Et pareil ici en Z, je peux les augmenter, ce qui va me permettre ici de faire en sorte que ça colle un petit peu mieux. On va en mettre 20. Voilà. Même un peu plus, on va mettre carrément les 40. Voilà. De manière à ce que ça colle mieux. Et puis, vous voyez, ici, j'ai toujours accès aux paramètres. Je peux cocher biseau pour ajouter le biseau. On va mettre un biseau de 2 cm, puis 30 subdivisions. Et j'ai toujours un objet paramétrique, mais seulement il est déformé grâce au déformateur et aux deux splines. Donc ça, c'est vraiment un outil pour la modélisation. Ça évite en fait de transformer le cube en objet polygonal avec la touche C ou avec cette icône. On garde en fait l'élément cube, on garde l'élément paramétrique, mais on lui donne quand même une forme qui ne ressemble pas à la forme d'un cube. Donc ça, c'est pour le côté modélisation. Mais on peut aussi se servir de ça pour l'animation, si on veut, parce que ici, les splines, je peux tout à fait les éditer. Par exemple, le point qui est là, je peux le déplacer, et vous voyez qu'en fait, ça se met à jour aussitôt. C'est-à-dire que je pourrais très bien utiliser, en fait, Expresso pour contrôler les points de ces splines, par exemple. Expresso ou juste mettre des clés. Contrôler les points des splines, contrôler la position des splines. Voilà. Et puis en fait, le cube s'adapte automatiquement, c'est-à-dire que je pourrais tout à fait animer ça. Donc ici on va jouer avec la deuxième spline. Là, deuxième spline. Ah, on va mettre point. On va sélectionner les points ici. Il faut que j'arrive à les récupérer. Voilà, c'est bon. On va les réduire un peu comme ça. Ensuite on peut déplacer la spline comme ça. On peut la déplacer comme ça. On voit que ça s'adapte assez bien en fait. Ça ne pose aucun problème. Et puis je pourrais tout à fait utiliser des splines un peu plus compliqués. Alors j'ai préparé un petit truc pour montrer à quoi ça pouvait servir par exemple en termes de modélisation. Imaginons qu'on veuille faire une aile de dragon. Alors je vais montrer ça. Voilà, on veut faire une aile de dragon. Donc vous avez créé en fait votre armature du bras de l'aile. Donc ici l'épaule, ici un premier élément, ici vous avez tout le bras, ensuite les différentes phalanges, c'est-à-dire les doigts de l'aile. On a donc un neutre qui contient tout, on a un hypernurse pour lisser un petit peu tout ça. Donc là on a quelque chose un petit peu mieux. Ensuite on ajoute dans un neutre, bon dans le neutre forcément j'ai mon cube, en fait ça c'est l'aile. J'ajoute un plan tout bête. Voilà. Je vais retirer l'ombrage, voilà. Un plan tout bête, je vais donner 8 segments de largeur, 48 segments de hauteur, parce qu'en fait je vais le déformer, j'ai besoin de beaucoup de segments de hauteur. J'ai fait une spline ici qui décrit, qui indique en fait la forme que doit avoir le bas de l'aile. Je l'ai fait dans cette vue-là. Et j'ai une deuxième spline ici qui en fait indique le haut de la partie de l'aile. Et c'est cette spline, ces deux splines, je les mets simplement dans un déformateur spline high, ici, spline gauche, spline droite. Et quand j'applique ce déformateur, en fait, le plan, qui reste un objet paramétrique, se déforme de façon à créer en fait l'aile. Je vais retirer les textures peut-être, ce sera mieux. Voilà. Donc voilà, le plan se déforme pour créer l'aile. Et comme ici c'est un déformateur, j'ai toujours accès ici aux segments. C'est-à-dire que ici je peux toujours augmenter le nombre de segments, ou au contraire le diminuer,
suivant les besoins, comme ça. Ici pareil, j'ai mis 48, je peux augmenter ça, ou au contraire le diminuer. Voilà, j'en mets 48, c'était bien. Et puis j'ai quelque chose de beaucoup moins destructeur, c'est-à-dire que si je veux revenir dessus, je peux toujours conserver mon objet paramétrique ici et remodifier des choses. Et si je veux conserver ça et le transformer en objet polygonal, eh bien il me suffit de sélectionner mon plan, faire un clic droit et de faire convertir en objet. Et dans ce cas-là, j'ai ici maintenant un double qui lui n'est plus géré par un déformateur, mais qui est en fait l'élément polygonal qui correspond à mon plan déjà déformé. Et donc c'est vraiment un outil de modélisation avant tout. Mais comme j'ai dit, comme on peut animer les splines, comme on peut animer l'objet paramétrique et le déformateur, on peut aussi s'en servir pour faire des petites choses en animation si on a quelques bonnes idées. Donc ça c'est le spline array. Ici référence, c'est si on veut avoir un autre élément de référence que le déformateur lui-même en matière d'axe. Et spline O, spline X O, spline X bar, c'est pour mettre 2 splines supplémentaires pour les 2 côtés restants, parce qu'en fait on peut utiliser jusqu'à 4 splines. Mais toujours sur le même plan, toujours sur le plan ZX, c'est-à-dire bleu et rouge. Donc la vue de haut, ici. On trace les spines dans la vue de haut. Ici le mode influence limitée et interne, c'est exactement comme les autres déformateurs, c'est-à-dire que illimité, le déformateur a un effet sur toute la scène, toujours sur l'élément auquel il est assigné, mais sur toute la scène. Influence interne, il aura une influence seulement à l'intérieur de la zone du déformateur, et limité, il sera limité normalement, je sais plus trop la différence entre interne et limité. Limité, si je me trompe pas, ça a un effet à l'intérieur. Non, je sais plus ça. Faut que je révise un petit peu les choses aussi. Donc ça c'était le spline array. Un déformateur bien pratique quand on veut modéliser ce genre de choses assez rapidement. Vous voyez ici, une spline ici, une spline là, un plan, le déformateur, et j'ai une aile de dragon faite en quelques instants, très très rapidement. Ça c'était le premier déformateur, on va voir tout de suite le deuxième. Donc je vais fermer un petit peu tout. Voilà. Le deuxième déformateur que je vais présenter aujourd'hui, c'est le déformateur secousse. Alors il est ici dans ma version 13, mais comme j'ai dit, dans la version 12 il est là aussi, dans la version 11.5 il se trouve ailleurs. Il se trouve dans le menu personnage si je me trompe pas. Ou animation, non je crois que c'est personnage. Mais c'est vraiment un déformateur pour l'animation. C'est-à-dire que c'est un déformateur qui, comme son nom l'indique, va permettre de créer des secousses. Imaginons que vous avez un alien avec une antenne sur la tête, ou un robot avec une antenne, et puis que vous voulez que l'antenne bouge quand la tête de l'alien ou du robot bouge, que ça reste souple, mais vous voulez pas vous embêter à mettre des articulations, à faire de la dynamique, ou à gérer plein de choses. Vous voulez vraiment que ça reste très simple. Eh bien, ce déformateur sert à ça. Par exemple, on va faire notre petite antenne toute bête. Je vais prendre un cube. Je vais le faire assez petit, comme ça. Et puis assez grand, comme ça. Voilà. Je vais lui mettre beaucoup de segments de hauteur. Alors, on va en mettre 20. Oui, c'est peut-être un peu beaucoup. Non, on va laisser avec 20. Et puis, je vais transformer ça en objet polygonal. Donc c'est un objet polygonal. Pour déplacer en fait l'axe, je prends ici l'élément qui sert le mode qui sert à déplacer les axes, et je vais placer l'axe ici, tout en bas. Voilà. Et je ressors du mode axe. Donc là, j'ai mis l'axe en bas. Donc si je fais ça, je peux déplacer l'élément comme ça tout bêtement.
Jusqu'à là, rien de compliqué. Maintenant, j'aimerais que quand je déplace la base de cette tour, que tout le reste de la tour ne reste pas figé. C'est-à-dire que quand je fais ça, on voit qu'il y a un effet de souplesse. Eh bien, le déformateur secousse sert exactement à ça. J'ajoute l'effecteur dans ma scène, le déformateur dans ma scène, je vais y arriver. Je le mets en fond du cube, voilà. Je sélectionne donc mon déformateur. Je vais ici dans atténuation, parce qu'en fait, je suis pas obligé, mais ici je vais montrer avec l'atténuation. Parce qu'en fait, ce déformateur a le même mode d'atténuation que les effecteurs. C'est pour ça que je confonds. Je vais le passer en mode linéaire. Donc on retrouve la même chose qu'un effecteur homographe. Je vais simplement le faire tourner de 90 degrés. Alors on va le faire tourner de 90 degrés comme ça. Moins 90 degrés. La flèche vers le bas. Je vais le positionner de manière à ce que la partie rouge, là où l'effet est à 100%, soit au sommet du cube. Et dans ces propriétés de ce déformateur, je vais ici augmenter, vous voyez ici la taille de l'atténuation, jusqu'ici à peu près. Voilà. Et maintenant, en fait, quand je vais déplacer, vous voyez, la base du cube, on peut voir que ça bouge aussi. Donc on va mettre lecture. Je vais mettre 500 frames. Voilà. Et quand je bouge la base du cube, donc je sélectionne le cube et je bouge, on peut voir que c'est effectivement très souple. Donc, et là, j'ai pas mis d'articulation, j'ai pas mis d'éléments de dynamique, c'est simplement le déformateur qui fait son petit effet. Donc on peut réduire un petit peu ça si on veut que ça soit souple seulement à partir de ce niveau, cette zone-là. Donc on peut faire ça comme ça. Donc on voit que sous la partie jaune ici, ça reste bien figé, ça se plie pas du tout, et au-dessus, ça devient souple. Si au contraire je veux que tout soit souple, eh ben, j'agrandis simplement ça, et puis voilà. Donc ici j'ai utilisé un mode d'atténuation linéaire, mais je suis pas obligé, je peux aussi prendre un mode d'atténuation boîte. Dans ce cas-là, j'ai une boîte. Voyons ce que ça va donner comme ça. Voilà. Je peux choisir un mode d'atténuation cylindrique, un mode d'atténuation sphère. Je peux demander à utiliser un autre objet, c'est-à-dire ici source, et puis choisir une autre forme, où je peux garder le mode infini. Voilà. Mais alors dans ce cas-là, vous voyez, comme tout bouge en même temps, en fait, on a un petit peu l'équivalent de l'effecteur délai quand on le met en mode élasticité, mais on n'a pas en fait cet effet ça se plie à partir de tel endroit. Donc ça, c'est si j'utilise en fait le mode d'atténuation. Mais s'il y avait que ça, ce serait un petit peu limité, parce qu'en fait là, on est obligé de gérer un petit peu le truc comme ça. C'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire que ça c'est bien, mais c'est pas parfait pour quand on veut que certains éléments soient souples et que d'autres non, c'est pas suffisant. Donc ce que je vais faire, je vais montrer une autre méthode. Ici je vais remettre en infini. Ici on a plusieurs onglets, hein, comme vous pouvez voir. Objet ici ça indique on peut gérer l'intensité, la rigidité de la souplesse des secousses. La structure, la traînée, etc. Ici on a aussi les ressorts et les itérations. Bon, ça je vais pas en parler. Et ici on a deux autres onglets, restriction et force. Restriction, c'est le truc vraiment pratique. Je vais retirer ça. On va le faire sur autre chose. Je vais prendre une sphère type hexaèdre. On va la faire assez grande. Et on va lui mettre un peu plus de segments. Voilà. Ici j'ai une sphère de type hexaèdre. Je peux rajouter mon déformateur secousse dessus. Voilà. Et ici dans restriction, je peux indiquer quelle zone
de la sphère doit être souple. Et pour ça, il me suffit juste d'aller chercher l'outil de peinture qui est dans le menu personnage. Vous allez dans personnage et ici outil peinture. Alors je sélectionne la sphère, je vais la passer en mode polygonal pour pouvoir travailler dessus. Voilà, je me mets en mode polygone, je me mets comme ça, je vais dans personnage, outil peinture, j'ai ici l'outil peinture de sélectionner avec ses propriétés en mode ajouter, et là je peux peindre en fait sur la sphère. Alors les parties en rouge, c'est là où ce n'est pas peint, c'est là où il n'y aura pas d'influence, et les parties en jaune, c'est là où il y aura de l'influence. Et forcément le dégradé entre le rouge et le jaune, c'est là où c'est qu'à moitié influent. Donc on va faire une partie comme ça, là, et puis ensuite ici, à la place d'ajouter, je vais mettre par exemple lissage, ce qui va me permettre de lisser un petit peu les choses, de faire un dégradé un peu plus doux. Voilà. Ici, pareil, comme ça. Sur le dessous, ça devrait être bon. Pour l'exemple, ça sera parfait. Donc, quand j'ai fait ça, ici on peut aussi effacer des zones hein, si on veut. On peut effacer des zones où on ne veut pas que ça soit influencé par le déformateur, comme ça. Sur le dessous, par exemple. Ici. Voilà, on peut jouer en fait avec les modes qu'il y a ici. Et ici, ça nous a créé sur la sphère un tag. Voilà, le tag zone d'influence. Et ce tag-là, eh bien, c'est simplement ce tag-là que je vais mettre dans la boîte ici de dialogue restriction. C'est-à-dire que je le fais simplement glisser ce tag ici. Et maintenant, quand je vais mettre, je vais repasser comme ça sur la sphère, quand je mets lecture et que je déplace la sphère, en fait, la partie qui est influencée, la partie qui bouge avec l'élément secousse, avec le déformateur secousse, c'est seulement la partie que j'ai peint en jaune. Alors ici, ça bouge beaucoup parce que j'ai rien réglé comme il faut. On va baisser un petit peu l'intensité, augmenter un peu la rigidité. Voilà. Là, voir ce que ça donne. Je sélectionne la sphère. On va retirer aussi ça. Non, je vais laisser. On va prendre comme... Ah, comme ça. Donc là, je sélectionne la sphère, je la déplace. Là, on voit que ça se déforme encore un peu trop. Je vais rebaisser un petit peu ici, augmenter un petit peu ici, pas de beaucoup. Là, c'est mieux. Ici, donc, j'ai un élément qui est devenu souple sur la sphère, mais pas toute la sphère, seulement la partie, en fait, que je montre, que j'ai peint ici, seulement la partie qui est en jaune. Et donc ça, ici, l'onglet restriction sert à ça. On place ici la zone d'influence qu'on a peint avec l'outil peinture qui est ici. On peint directement sur l'élément. Alors par exemple, vous avez un personnage un peu bedonnant, et puis vous le faites marcher, puis vous voulez que la partie du ventre bouge, eh bien ça c'est l'outil exact, c'est l'outil parfait pour faire ça. Si vous avez modélisé, c'est un exemple qu'on voit assez souvent dans les tutoriels, si vous avez modélisé un personnage féminin, pour les mouvements de la poitrine, bah, c'est exactement cet outil-là qu'il faut utiliser aussi. Si vous voulez qu'un muscle particulier ait du mouvement lors d'une animation, c'est aussi un outil qui peut vous servir. Ça évite de mettre en place en fait quelque chose de plus lourd, comme par exemple les muscles qui sont ici, ou d'utiliser en fait des articulations et puis des influences, etc. Ici, vous avez juste à peindre la zone qui doit bouger, vous lissez de manière à avoir quelque chose de doux entre la partie qui bouge et la partie qui bouge pas, et vous ajoutez votre déformateur secousse, et ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Ensuite, autre chose que je vais montrer, on va reprendre un cube, je vais le faire maintenant plus petit sur dans ce sens-là, voilà, et plus grand dans ce sens-là. Et là, je vais augmenter le nombre de segments à 20. Voilà, parfait. Je leur
éditable c'est-à-dire en objet polygonal. Et là encore une fois, je vais rajouter mon déformateur secousse dessus. Secousse, je le mets en fond du cube, parfait. Ici je vais me repasser en gros plussing. Là maintenant, ce que je veux, c'est que cet objet, en fait, ce cube allongé, bouge, mais en fonction de certains paramètres que je vais définir par de la dynamique de particules. C'est-à-dire ici, j'ai l'attraction, la déviation, la destruction, tout ça, c'est les trucs de particules, mais on peut voir que, par exemple, la gravité, la ventilation, on peut s'en servir pour autre chose que pour les particules. Par exemple, j'ajoute une ventilation dans ma scène. Je vais la faire tourner à 90 degrés. Je vais la placer ici. Donc là, j'ai en fait une ventilation qui va vers le haut. On peut ici modifier ces paramètres, on va mettre 50, ça va beaucoup plus vite. On va ajouter un peu de turbulence, 20. Ici j'ai une ventilation, mais il se passe rien parce qu'en fait, mon cube, j'ai bien mis le déformateur secousse dessus, mais je ne lui ai pas indiqué que la déformation avait une incidence en fait sur cette déformation. Donc dans le déformateur secousse, je vais ici dans l'onglet Force, et ici je peux ajouter en fait tous les éléments qui doivent venir interagir avec le déformateur. C'est-à-dire qu'ici la ventilation, je l'ajoute ici. Et si je fais lecture, on peut voir que ça bouge. Ça bouge tout bêtement, c'est-à-dire que la ventilation a un effet sur la secousse. Comme dans la ventilation j'ai mis de la turbulence, c'est pas constant, c'est-à-dire que des fois ça redescend, des fois ça remonte. Vous voyez ? Et puis là en fait j'ai pas mis d'articulation, j'ai pas mis véritablement de dynamique, et puis j'ai quand même un élément qui bouge simplement avec le vent. Donc ici j'ai utilisé une ventilation, il n'y a pas que ça, forcément, on pourrait très bien ajouter une gravité, comme ça. La gravité d'ailleurs, pour bien montrer qu'elle a un effet, je vais l'augmenter. Si je l'augmente de beaucoup, on voit que elle joue effectivement son petit effet. Là, je la diminue. Hop. On va s'en mettre comme ça. À noter que la gravité, vous l'avez aussi ici. Voilà. Donc ici, dans l'onglet Force, on peut ajouter en fait des petits éléments, on peut les retirer et en fait apporter en fait de l'animation sur des objets très facilement, simplement avec le déformateur. Ici j'ai utilisé la ventilation dans Force. Je suis en atténuation infinie, je pourrais très bien mettre ici atténuation boîte, et puis en fait seulement la partie qui est dans la boîte est influencée. Je peux mettre ici déformation linéaire et contrôler en fait à quel moment la déformation doit avoir lieu. Je peux aussi rester ici en infini et utiliser la restriction comme on l'a fait juste avant, c'est-à-dire que je reprends le cube, je me remets ici en mode polygone, je prends l'outil peinture et je peux dire je veux que ça soit influencé seulement sur cette zone-là. Voilà. Sur cette zone-là seulement. Comme ça. Et puis dire je veux un lissage un peu plus doux ici et ici. Comme ça. Parfait. Et donc, dans le secousse, je fais glisser ici la zone d'influence. Voilà. Et quand je mets lecture, seulement la zone qui a été peinte avec l'outil peinture est influencée par la ventilation. Donc vous voyez, le déformateur secousse permet de faire des choses assez intéressantes sans avoir à mettre en place des articulations, sans avoir besoin de mettre en place des muscles, sans avoir besoin de mettre en place de la dynamique mographe, etc. Juste avec un déformateur, on peut animer en fait des éléments
manière assez simple. Ici on a utilisé que la ventilation et la gravité, mais ça fonctionne aussi normalement avec l'attraction, ça devrait fonctionner. Avec, si je me trompe pas, il n'y a pas que ça qui fonctionne, c'est-à-dire que si vous utilisez dans Expresso certains éléments Seeking Particle, je crois que ça fonctionne aussi. Je ne sais plus trop, mais je crois que ça fonctionne aussi. Voilà, donc ça c'était le deuxième déformateur que je voulais montrer aujourd'hui. Donc aujourd'hui on a vu le déformateur SplinRay, on a vu qu'on pouvait déformer un objet paramétrique en le gardant en tant qu'objet paramétrique et obtenir des formes assez compliquées assez facilement. Et le déformateur secousse qui permet donc d'ajouter de l'animation, d'un petit peu de d'effets un peu plus réalistes pour certains éléments. Par exemple, si vous voulez faire une bulle de savon, si vous voulez faire une bulle de savon qui doit un petit peu onduler dans le vent, ou si vous voulez faire comme j'ai dit, la queue d'un animal, l'antenne d'un extraterrestre, c'est vraiment le déformateur qui est le plus pratique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D. Je sais pas encore sur quel sujet, j'essaie de reprendre un petit peu les sujets sur les bases, tous les trucs qu'on n'a pas vu, il y a encore pas mal de déformateurs qu'on n'a pas vu, par exemple le déformateur caméra, le déformateur collision, bah, ça sort de la capture, mais il est vraiment très intéressant celui-là. Le déformateur spline, il est pas mal aussi, on peut faire des choses intéressantes avec. Le souffle, je sais pas si j'en ai parlé encore. Le déplaceur qui est pas mal aussi. Le surface, j'ai dû en parler. L'explosion FX, j'en ai parlé si je me trompe pas. Donc il y a encore des choses à voir là, ici, et toujours des mots graphes, j'ai encore des effecteurs qu'il faut que je présente. Si je me trompe pas, c'est le étape, le matière, le temps, j'ai pas dû en parler. Donc il y a encore des choses à voir. Donc voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tutoriel, toujours sur Cinema 4D.